merci d'être là. Donc, moi, je me présente très rapidement. Je suis juste là pour aider à animer l'intervention que fera Renaud Piarou sur le thème Haïti, choléra, un exemple des informations scientifiques. Donc, juste, je veux dire un mot de moi-même. Je suis donc Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de Sciences et Pseudosciences, la revue de la FIS, où on a d'ailleurs publié un article sur le sujet qui est traité aujourd'hui. Donc le thème de ce que va nous raconter Renaud, et puis l'idée c'est de ne pas hésiter à poser des questions à la fin si vous voulez, mais y compris au milieu, comme on est un nombre raisonnable de personnes, on peut faire ça interactivement. Donc pour présenter rapidement Renaud, donc Renaud, tu es médecin, pédiatre de formation, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université et chef de service à la Pitié-Salpêtrière. Tu es, entre autres, spécialiste du choléra. Tu t'es rendu à de nombreuses reprises dans des pays en proie à des vagues épidémiques, en Afrique, en Haïti, peut-être ailleurs, je ne sais pas, non? Essentiellement Afrique et Haïti, on va en parler. D'accord, Afghanistan. Tu as participé à des missions humanitaires pour Médecins du Monde. Et puis en 2010, tu vas donc nous en parler, le gouvernement haïtien et l'ambassade de France te demandent d'enquêter sur l'origine et l'évolution de la plus importante épidémie de choléra de l'époque actuelle et d'aider les autorités à mettre en place un programme de lutte contre la maladie. Tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Haïti 2010-2018, Histoire d'un désastre, et puis d'un autre ouvrage dont on ne va pas parler, qui est La vague, l'épidémie de Covid vue du terrain. Ça, c'est un autre ouvrage que je vous invite également à lire, mais celui qui peut vous intéresser, parce qu'il est en vente dans la librairie qui est juste de l'autre côté, s'appelle donc Haïti 2010-2018, Histoire d'un désastre. Merci Jean-Paul de m'avoir proposé de venir parler de cette histoire qui est assez troublante, assez dérangeante quand on va un peu la voir évoluer. Désastre sanitaire, on va en parler, c'est une épidémie terrible, c'est la pire épidémie de choléra qu'il y a pu y avoir depuis 20-25 ans. Désastre, tu as dit, scientifique, et on va voir effectivement. Et c'est aussi un désastre politique, puisque dans cette histoire, l'ONU est impliquée largement et a perdu beaucoup de sa crédibilité en Haïti. Alors, donc, effectivement, on va le voir, désastres. Mais je crois c'est un triple désastre. Triple désastre. Donc, on va essayer de remettre déjà le contexte. 2010, tremblement de terre, et puis après, épidémie de choléra. Peux-tu redécrire, remettre en contexte qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Je vous mets juste une carte d'Haïti avec une figure qui date du premier jour officiel de l'épidémie, le 22 octobre. En fait, ça fait 2-3 jours que l'épidémie a commencé. Alors, sur cette carte, vous voyez d'ailleurs en rose, vers le bas de la carte, c'est autour de Port-au-Prince, donc des communes marquées en rose plus ou moins intense. C'est là où se trouvent des personnes déplacées liées au tremblement de terre, parce qu'effectivement, il y a eu un très gros tremblement de terre en Haïti qui alors les chiffres sont difficiles à établir, mais a tué entre 100 000 et 300 000 personnes. L'intensité, la magnitude n'était pas si énorme que ça, parce qu'elle était autour de 7. Par rapport à Fukushima, c'est 9, donc 100 fois plus, puisque c'est une échelle logarithmique. Mais il y a beaucoup plus de morts, parce que les conditions du bâti, la sécurité des bâtiments n'ont rien à voir. Parmi les morts, il y a d'ailleurs les 3 plus hauts responsables de l'ONU sur place. Donc c'est une catastrophe majeure qui va à la fois entraîner beaucoup de personnes blessées, sinistrées, beaucoup de décès, mais aussi être difficile à gérer par justement atteinte des personnes qui doivent organiser la réponse. Alors, le tremblement de terre, c'était début 2010. Alors, le tremblement de terre, c'est le 12 janvier 2010, puis après il y a des répliques, alors que l'épidémie de choléra survient, donc on va dire, à partir du 20 octobre 2010. Il s'est passé 9 mois. Après le tremblement de terre, souvent on dit, oui, un tremblement de terre, il va y avoir des épidémies. Vous l'entendez toujours, il faut attendre 4 ou 5 jours pour l'entendre. Les tout premiers jours, on compte les blessés, les morts, ça augmente.
Vous verrez, à chaque fois, c'est pareil. On sous-estime au début, puis ça augmente. Et puis, les journalistes sont à la recherche d'autres sujets. Les humanitaires sont à la recherche d'autres sujets aussi pour dire il faut intervenir. Et c'est là qu'on va parler d'épidémie et très souvent de choléra. Même sur la guerre en Ukraine, j'ai été interrogé plusieurs fois. Je dis aux journalistes, vous savez, là, c'est pas le sujet, hein, c'est pas le problème. Il y a plein de problèmes, y compris médicaux, liés à la guerre en Ukraine, mais le choléra, non. Mais c'est vraiment quelque chose qui est évoqué. Alors en réalité, on a travaillé le sujet, ça fait des années de ça, sur une vingtaine d'années. Toutes les catastrophes géophysiques, c'est-à-dire tremblements de terre, éruptions volcaniques, tsunamis, et on ne voit rien, ou pratiquement rien, une épidémie de rougeole sur les pentes du volcan Pinatubo, avec des populations indigènes qui ont été déplacées et donc qui ont été exposées à la rougeole, et 2-3 bricoles, rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une intervention assez importante. L'eau est apportée, enfin, est sécurisée assez facilement, et on ne voit pas ce genre d'épidémie. D'où la surprise quand même de voir, mais 9 mois après, cette épidémie. Et on voit ici, au bout de la flèche, vous voyez la petite flèche là, vous voyez qu'on est quand même assez loin, on est presque à 200 km de Port-au-Prince. C'est pas du tout la zone touchée par le tremblement de terre. Donc c'est pas 9 mois, ça fait quand même beaucoup. C'est pas la même zone, mais évidemment, certains vont pouvoir dire, vous voyez, c'était lié à ça. On va y revenir. On va revenir, tu nous expliqueras aussi des vagues successives. Juste au préalable, pourquoi toi, tu as été impliqué dans cette affaire-là Tu peux redonner le contexte? On va revenir. Oui, c'est important parce que, en fait, comme il y avait eu le tremblement de terre, comme il y avait eu des interventions humanitaires importantes, il y avait encore 1 million de personnes sans abri. Donc il y a beaucoup d'humanitaires sur place et il y a beaucoup aussi de surveillance épidémiologique, donc d'épidémiologie sur place. L'OMS a du monde sur place, et puis aussi les CDC américains ont CDC, vraiment Center for Disease Control and Prevention, et ils ont vraiment du monde sur place. Mais là, curieusement, on va avoir des déclarations qui expliquent que, bon, bah, c'est vrai, il y a une épidémie, et l'épidémie est terrible, hein. Elle commence avec des centaines de morts dès les premiers jours. C'est même la pandémie de Covid, avant d'avoir plusieurs centaines de morts, on est fin janvier. Là, 2-3 jours, vous verrez, même sur la première annonce, ben là, ils indiquent 138 morts. On est le premier jour où on annonce l'épidémie. Il y a déjà 138 morts et il va y avoir presque 100 morts par jour dans les jours qui suivent. Donc, il y a vraiment une épidémie majeure qui se déclenche dans un endroit qui n'avait jamais eu de choléra. En fait, on ne savait pas trop, il y a eu des recherches historiques, jamais de choléra en Haïti. Et ben, l'OMS dit, ben non, c'est peut-être un mystère. D'abord, on ne sait jamais, puis non, ça ne sert pas à grand-chose de rechercher. Et les CDC disent, oh, on est trop occupé, il faut qu'on s'occupe de l'épidémie, il y a beaucoup de malades, etc. Or, ce n'est pas les mêmes personnes qui font la prise en charge des malades et l'épidémiologie. C'est deux métiers différents. C'est comme si sur un incendie qu'on suppose volontaire, on disait, bon, ben, les pompiers sont déjà au travail, on ne va pas faire une enquête de police. Pourquoi c'est important justement de faire une enquête, de trouver l'origine? Pourquoi investiguer Alors, voilà, l'épidémie? Oui, pourquoi c'est important? Alors, ma réponse, elle est valable aussi pour la Covid. Oui. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire que finalement, et je l'ai même vu dans un rapport de l'OMS, finalement, ça n'a pas d'importance maintenant pour prendre en charge les patients. Ah oui, mais déjà, peut-être que si on savait exactement comment une épidémie démarre, c'est un peu comme une inondation, il vaut mieux fermer le robinet d'abord, on ne sait jamais. La deuxième chose, c'est surtout le risque de récidive, c'est-à-dire que si on n'a pas élucidé l'origine de l'épidémie, il y a peut-être quelque chose qui se fait qui est à risque de redéclencher des épidémies. Et puis, quand dans un pays, vous avez une catastrophe qui, en Haïti, on va voir, hein, va tuer des dizaines de milliers de personnes. Officiellement, on est à 10 000 morts, mais il y a tellement de monde qui meurt à domicile sans avoir le temps d'aller recourir aux soins que
Bon, on a quand même envie de savoir pourquoi. Enfin, c'est même la simple vérité due aux populations est importante. Et là, les spécialistes disent non, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Et très clairement, c'est le contraire de ce qui est indiqué. Par exemple, si on regarde dans le site de Santé publique France, investigation d'épidémie, il y a un certain nombre de choses qu'on doit chercher. Dans le site des CDC aux États-Unis, c'est pareil. Donc là, c'est curieux, ils ne trouvent pas. Personne ne veut le faire dans ces grandes institutions. Et Haïti se retourne donc vers l'ambassade de France. Le gouvernement haïtien demande à l'ambassade de France s'ils peuvent faire quelque chose. Et c'est là que je suis contacté. Comme on n'est pas très nombreux à faire ce genre de choses, même si je n'étais pas disponible immédiatement, au bout d'une quinzaine de jours, j'y vais pour faire cette enquête. Juste peut-être une parenthèse, je ne sais pas si tout le monde est familier sur ce qu'est le choléra, tu peux peut-être en dire deux mots, maladie, enfin voilà, comme on est tous spécialistes de la Covid, là il n'y a pas de souci maintenant, oui. Mais le choléra, peut-être deux mots. Très simplement, le choléra c'est une maladie diarrhéique. Donc il y a une bactérie qui synthétise une toxine. Cette toxine va se faire dérailler le fonctionnement des cellules intestinales qui vont se mettre à perdre leur eau et le sel. C'est le sodium, le potassium, le chlore et l'eau. Et donc cette eau-là, elle se traduit en diarrhée, elle se traduit en vomissement. Et ce qui est beaucoup plus embêtant, elle se traduit en déshydratation qui peut être minime dans certains cas, mais dans d'autres cas, le choléra peut entraîner une déshydratation tellement violente qu'elle entraîne la mort du patient, y compris en quelques heures. Donc, pas tous, mais on peut avoir comme ça, si les traitements ne sont pas bons, peut-être 10%, 20% des gens qui meurent et en quelques heures. C'est extrêmement spectaculaire. Alors, donc tu te rends en Haïti pour investiguer. D'abord, tu avais évoqué le fait qu'il y a eu des vagues successives et pas une seule. C'est fréquent, la maladie, parce que les vagues dans la Covid, ça va, on a compris, il y a eu une controverse là-dessus. Mais dans le choléra, dans le choléra, dans la Covid, dans la grippe, il y a des évolutions des épidémies. Elles n'évoluent pas d'un seul tenant, et c'est pour ça, c'est important quand même de le signaler. Alors pour ce qui est du choléra, il y a toujours une vague de démarrage, et puis ensuite il va dépendre en particulier des saisons des pluies. Quand il y a la pluie, quand il y a des pluies importantes, les toilettes débordent, les eaux, le choléra, ça arrive dans les endroits où on n'a pas un bon accès à l'eau, parce que la bactérie, elle va nous attaquer par l'eau de boisson, par les aliments, mais essentiellement par l'eau et par l'eau souillée. Et donc, dès qu'il y a de la pluie, l'eau est plus facilement souillée. Et donc, ça ravive une épidémie de choléra comme un coup de Mistral peut raviver un incendie. Finalement, une épidémie, un incendie, ça fonctionne un peu de la même manière. Alors, donc tu te rends en Haïti. Et finalement, va petit à petit émerger deux thèses en présence pour expliquer ça. Est-ce que tu peux prendre un peu le temps de nous expliquer finalement ces deux thèses? Comme j'aime bien le contrarier, je vais dire trois. Première thèse qui est très vite évoquée, comme il y a Haïti est un pays instable et donc accueille à ce moment-là une mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Une mission de casque bleu importante, plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 soldats, essentiellement des soldats, il y a aussi des policiers. Et donc la première hypothèse, comme c'est des gens qui viennent de l'extérieur, de pays qui peuvent avoir du choléra, très vite, il y a des personnes qui manifestent en disant c'est eux qui ont amené le choléra. Il y a toujours un bouc émissaire dans ce genre d'histoire. On va toujours chercher d'où vient l'épidémie, toujours la chercher plutôt vers un étranger qu'ailleurs. Deuxième hypothèse, plus sophistiquée, c'est l'hypothèse que Vibrio cholerae est une bactérie qu'on trouve assez facilement dans l'environnement, dans les estuaires des fleuves, là où les eaux sont saumâtres.
C'est une bactérie qui a un flagelle qui est très mobile dans l'eau, qui se fixe sur le plancton et dont on sait qu'il y a une évolution des populations de Vibrio cholerae avec la température de l'eau, la quantité de nutriments, les blooms de plancton. Et ça a été démontré au Bangladesh. Et on se dit que c'est un facteur favorisant l'émergence d'épidémies. On y reviendra parce que plus ça va, plus on remet en cause, en tout cas, cette hypothèse, au moins pour Haïti, pour l'Afrique, peut-être l'Asie, ce n'est pas encore clairement établi. Parce que le choléra, en fait, on s'aperçoit de plus en plus, mais on ne le savait pas en 2010, et essentiellement issu d'une seule souche qui est issue de cette population, qui s'est spécialisée dans l'infection humaine. C'est-à-dire que comme elle produit une toxine, elle engendre de la diarrhée et des vomissements, et c'est beaucoup plus facile de se propager quand on provoque de la diarrhée et des vomissements que quand on n'en provoque pas. Et les autres souches n'ont pas la toxine. Donc un Vibrio cholerae sans toxine, ce n'est pas un agent de choléra. Alors que là, Vibrio cholerae Ltor O1, c'est son petit nom complet, lui est un agent de choléra parce qu'il fabrique la toxine. Donc, deuxième hypothèse, c'est le choléra était là, il y avait des bactéries du choléra dans l'eau saumâtre, et avec le tremblement de terre, on verra comment il peut intervenir, la chaleur de l'été, puisqu'on est maintenant en octobre, on est l'hémisphère nord, donc il a fait chaud, il commence à faire un peu moins chaud, mais les pluies, tout ça aurait facilité l'émergence. Petite nuance, une hypothèse. Alors le problème, c'est qu'on va vite s'apercevoir que la souche, elle ne ressemble pas aux souches locales. Donc, pour compléter cette hypothèse, c'est la troisième, le CDC met en ligne un certain nombre de figures, en particulier explique cette histoire de ballast de bateau. Donc un bateau, quand il navigue à vide, un cargo en gros, va remplir ses ballasts pour être fixe sur l'eau. Et donc il les vide à l'arrivée. Donc très belle hypothèse, parce que ça, effectivement, ça fait arriver des espèces étrangères sur un lieu donné, et donc pourquoi pas des Vibrio cholerae. Juste point de détail, moi je me suis toujours demandé comment pouvait-on imaginer qu'un cargo ait fait tout le voyage à vide, puisque s'il a rempli ses ballasts, depuis le golfe du Bengale, qui est l'endroit où on trouve ce type de souche de choléra, jusqu'en Haïti, pour aller chercher quoi en Haïti, voyager complètement à vide. Donc il y a des explications qui sont pas forcément, qui tiennent pas forcément bien quand on y réfléchit. Mais en tout cas, c'était présenté comme ça. Donc voilà trois hypothèses. Donc on va venir quand même au sujet, la désinformation scientifique, mais si on reprend ces trois hypothèses, finalement, l'hypothèse environnementale, la deuxième, est celle donc naturelle, hein, celle qui est évoquée, est celle qui va être privilégiée. Est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi cette thèse a eu tendance au début à... Alors là, il va falloir que je montre peut-être ce qui se passe au niveau de la présentation du début de l'épidémie et montrer quelques cartes pour comprendre. Ce qui est important, est-ce que vous arrivez à voir ce qui est... Normalement, la souris, ça passe. Oui. Donc, vous avez là, c'est une carte, c'est une photo qui a été retrouvée par un collègue américain et qui montre des équipes de l'OMS, la Pan American Health Organization, donc, ou l'Organisation panaméricaine de santé, qui, vraiment, au tout début de l'épidémie, d'ailleurs, on voit très bien qu'on a exactement les mêmes chiffres que sur la première carte que je vous ai montrée. Et là, donc, ils étudient une figure. On la retrouve dans le premier rapport de l'OMS. Et on a là une figure qui est assez explicite, qui est même très explicite, parce qu'on voit que dès le début, le choléra concerne une zone qui est le long du principal fleuve d'Haïti, depuis le centre du pays, le département du centre, la ville de Mirebalais, jusqu'à la côte. Et l'explosion maximum se fait à ce niveau-là, mais pas du côté de... Enfin, mais il va y avoir aussi des cas du côté de Mirebalais. Et si on continue simplement, quand on travaille comme ça, là c'est une figure
qu'on a produite dans un article qui racontait justement l'épidémie. Première épidémie ici, ensuite une épidémie en aval et ensuite une généralisation. Si on veut avancer dans l'investigation, très logiquement, on voit la ville de Mirebalais, on va se rendre sur place et on demande d'où viennent les premiers cas. Les premiers cas viennent d'un village qui s'appelle Meille et particularité de ce village, il y a un camp militaire juste là, franchement, il y a une route à traverser et un camp militaire. Et si on va plus en détail encore, on s'aperçoit que ce camp militaire a un bloc de latrine, qu'il y avait des tuyaux qui partaient du bloc de latrine, mais que les militaires ont enlevé tout de suite après l'épidémie. Tiens, c'est curieux quand même. Et puis, de toute façon, les matières, les excrétas arrivent là, juste à côté du village, un village d'une vingtaine de maisons à tout casser. Hein. Et on se dit, tiens, mais est-ce que ça ne peut pas descendre dans la rivière plus bas? Voilà la fosse à ciel ouvert où aboutissent ces excrétas. Et très clairement, on voit la trace des ruisseaux quand on se balade autour, qui descendent, c'est en haut d'une butte, qui descendent vers les ruisseaux. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses. Les cartes peuvent nous indiquer comment mener l'investigation. Maintenant, juste un truc tout bête. Si on avait eu une carte comme ça, c'est pas très différent. J'ai juste enlevé, j'ai fait ça dans le train ce matin, j'ai juste enlevé les cas dans le département du centre et dit que l'épidémie avait commencé là où elle était la plus visible, dans le bas de l'Artibonite. Donc ça peut être une idée. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va chercher côté des militaires et est-ce qu'on va se poser des questions? Pas du tout. Eh ben, c'est un peu ce qui s'est passé quand même. On reprend cette première carte de l'OMS et on va regarder comment elles vont évoluer au fil du temps. Ici, on est le 22 octobre, donc c'est terriblement explicite. Mais bon, pas trop averti. Le 26 octobre, on voit deux départements, le département de l'Artibonite en rose, le département du centre en beige. On voit aussi le fleuve. Bon, c'est moins explicite, mais on peut se dire, tiens, quand même. Et au fil du temps, de toute façon, l'OMS va présenter des cartes de moins en moins explicites, qui n'amènent pas à se dire, tiens, finalement, ce département du centre est quelque chose d'important. Et donc, on va focaliser sur le département de l'Artibonite et sur cette zone marquée en vert, qui est la zone du delta de l'Artibonite, où, justement, les conditions d'eau saumâtre sont peut-être favorables. Et derrière, ça va permettre à l'OMS de faire une présentation de l'épidémie sous la forme de figures successives qu'on pouvait, maintenant c'est plus accessible, mais j'avais fait des captures d'écran. Dans la première version, c'était comme ça, parce que là, il y a la République dominicaine, ils avaient vu surtout le choléra sur Haïti. Et vous voyez que la première semaine, la semaine 42, celle qui va du 18 au 24 octobre, eh ben, ils ne présentent aucun cas dans le département du centre. Il y en a eu à peu près 2000, donc c'est quand même, ça passe pas inaperçu. Ils ont été hospitalisés, ils ont été vus par les médecins haïtiens, par les médecins cubains. Ça a donné lieu à une alerte faite par les médecins cubains à Port-au-Prince, à la salle de situation pour la surveillance épidémiologique. Donc on ne pouvait pas passer à côté. 2000 cas quand même. Et là, c'est présenté comme ayant commencé dans l'Artibonite, se diffusant un peu vers le nord ou dans la zone de Port-au-Prince et ne touchant pas encore le département du centre, ça ne viendra que la semaine d'après. Là, ça commence à devenir curieux et c'est quelque chose qui va être maintenant régulièrement mis dans les documents de la Pan American Health Organization. Ils ont refait leur site, ils ont remis les choses pareilles. Donc, ça met la puce à l'oreille. Et puis, OCHA, ça permet de présenter toutes les agences de l'ONU. OCHA est l'agence qui s'occupe de la coordination des affaires humanitaires. Alors eux, ils vont y aller pas à pas. On est le 23 octobre. Voilà, on a des cas ici autour de Mirebalais qui ont bien été repérés. Là, on est dans une zone où il y a assez peu d'habitants près de la rivière, donc il ne se passe rien. Et puis ensuite, il y a des cas un peu plus bas, le 23 octobre, le choléra diffuse très vite. Tout est traité à égalité, il n'y a pas de souci. Et puis, le 26 octobre, on voit un premier changement. Alors là, on ne comprend pas. Alors déjà, c'est bizarre parce qu'il y a des roses qui sont devenues blancs, mais enfin, c'est pas grave. Mais on voit surtout deux couleurs, le vert, le rose. Le rose, c'est les cas, enfin les communes affectées dans le département du centre.
Le vert, les communes affectées dans le département de l'Artibonite. Ouais, bon. So what? Pas très... Mais bon, là, il rectifie le lendemain, ou oui, c'est le lendemain, il rectifie, il montre qu'il y a plus de communes affectées aussi dans le... mais alors, c'est plus la même chose, puisque, alors là, je ne sais plus ce qui est écrit, je ne sais pas, j'arriverai pas à le lire, vous le lirez, mais la légende change petit à petit. Et puis, le lendemain, ou le 29 octobre, là, c'est clair, vert, ça veut dire début de l'épidémie, rose, ça veut dire commune affectée secondairement. C'est un peu comme un tour de passe-passe, où progressivement, en jouant sur des couleurs et sur des légendes, le choléra qui avait débuté sur l'ensemble du fleuve Artibonite, finalement, ne débute plus que sur la zone côtière. Là, il y a quand même quelque chose d'inquiétant. 2 agences de l'ONU et, pareil, même type de figure présentée, avec toujours le département de l'Artibonite en premier, et puis d'autres départements. Et donc, juste oui, encore une dernière, c'est plus subtil. Les Center for Disease Control, dans un article publié 1 an plus tard, vont, eux, dire les choses telles qu'elles se sont passées, mais en trouvant un système pour bien mettre en évidence l'Artibonite. Au lieu de mettre le jour de prélèvement, ce qui est logique pour dire, ou le début des signes chez un malade, quelque chose pour dire le début d'une épidémie, c'est ça, ils ont donné le jour de rendu du prélèvement. Or, entre-temps, il y a eu des prélèvements qui sont passés devant d'autres pour rechercher le vibrio choléré, en particulier dû à la grande épidémie dans l'Artibonite. C'est devenu l'urgence, la première urgence, et ils ont donc traité ces prélèvements avant ceux du centre. Et donc, comme ça, ils peuvent dire qu'on a démontré le choléra dans l'Artibonite avant le département du centre. Et tout ça nous amène à notre histoire d'eau saumâtre, puisque là, on se trouve avec un point de départ magnifique qui est autour du delta de l'Artibonite. Donc c'est en ça que donc il y a bien des informations. Enfin, on va y revenir. Voilà. Oui, ça commence à être... C'est un terme gentil. L'Artibonite, si j'ai bien compris, donc non seulement c'est une zone où il y a les eaux saumâtres et qui donc renforce la thèse environnementale, ouais. C'est aussi une zone beaucoup plus peuplée, donc c'est peut-être là où il y avait plus de cas. Et donc l'attention a été concentrée là-dessus et ça a permis de faciliter le changement d'origine de l'épidémie. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu déversement des matières fécales dans un affluent de l'Artibonite et contamination massive de l'Artibonite. En bas, dans les rizières, il y a des gens qui travaillent, qui font la récolte du riz à ce moment-là, et qui, au travail, de toute façon, vont boire l'eau qui sont dans les canaux qui alimentent les rizières. Quand vous voyez un cours d'eau, en fait, mis à part le seul affluent qui a été contaminé, ensuite c'est le fleuve qui est contaminé, tous les autres affluents ne sont pas contaminés. Donc, beaucoup de gens vont prendre l'eau plutôt, vont pas la chercher en bas dans le fleuve, mais plutôt dans les affluents, dans les sources, etc. Donc, l'apport en eau potable est moins touché dans la zone où le fleuve est encore dans les collines que quand on arrive dans la plaine risicole où l'eau là sort du fleuve pour aller dans les canaux et les canaux vont permettre l'irrigation. Donc les gens qui boivent l'eau des canaux boivent les eaux du fleuve qui sont passées dans le fleuve en amont et même les eaux d'égout donc des villes et en particulier du camp militaire. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de cas et d'une manière extrêmement violente. On est passé du jour au lendemain à 0 cas, 1000 cas, c'était le 20 octobre, 2000 cas le 21 octobre, 2000 cas encore le 22 octobre, puis ça recommence à descendre parce qu'il y a eu ce flux de vibrio choléré qui est passé dans les rizières et donc les gens aussi ont été chercher de l'eau pour la maison, etc. C'est un endroit où il n'y a pas d'eau potable, ils prennent les eaux de surface, c'est extrêmement dangereux, mais ils font avec ce qu'ils peuvent. Donc,
tu as enquêté, enfin, toi. Oui. Donc, l'enquête, tu peux nous dire 2 mots? Tu as pu aller jusqu'au... Parce qu'en fait, après, la question qui va venir, c'est comment, finalement, la science peut permettre de trancher les 2 hypothèses entre l'hypothèse environnementale et l'hypothèse du déversement lié au camp de l'ONU. Mais concrètement aussi, ça se passe comment, l'enquête? Tu vas sur le terrain, tu vas voir le centre, tu visites le centre de l'ONU? Oui, au départ, faut faire connaissance un peu avec le pays, avec tous les acteurs sur place, donc rencontrer les différentes agences, rencontrer le ministre de la Santé. Là, il y a une cellule de crise, un peu comme c'était notre conseil scientifique. Et là, il y a un certain nombre d'experts et de scientifiques du pays que j'ai rencontrés immédiatement. Et puis comme ça, et puis la surveillance épidémiologique. Et puis petit à petit, on se met ensemble avec les épidémiologistes haïtiens et on va commencer par regarder un peu comment évolue l'épidémie et on va aller essayer de comprendre sa dynamique depuis son point de départ jusque la période, je suis parti à la fin du mois de novembre, donc sur le premier mois de l'épidémie. Donc c'est en allant rencontrer les différents acteurs, d'abord à Port-au-Prince, puis ensuite dans les différents endroits, en commençant par Mirebalais. Au niveau du camp militaire, c'est pas moi je suis resté dans la voiture parce que j'étais un peu remarquable en quelque sorte. Mais les collègues haïtiens ont été interroger les villageois, ils nous ont parlé de ces histoires de tuyaux, ils nous ont parlé d'un certain nombre de choses. Et puis petit à petit, d'ailleurs, j'ai compris qu'il y avait déjà eu une première enquête. Je n'ai eu le rapport d'enquête qu'à la fin de mon séjour. Et il y avait déjà, dès la première semaine, il y avait déjà plein d'informations. Simplement, c'était impossible pour le gouvernement haïtien de les sortir. Il y avait un problème de crédibilité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il était nécessaire que je fasse cette investigation et que je la mette en forme d'un point de vue scientifique pour qu'elle soit acceptable. Et donc, on l'a publié dans la revue Emerging Infectious Disease, qui est la revue des CDC américains, qu'on ne peut pas accuser d'être complotistes. C'est des gens payés par le gouvernement américain, donc ne peuvent pas s'amuser à raconter n'importe quoi ou à publier n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en avant que l'hypothèse, d'un point de vue épidémiologique, en tout cas, le point de départ était bien ce village, et l'hypothèse de très loin la plus évidente, c'était que le point de départ était le camp militaire et ses sanitaires défectueux. Oui. Juste une question, j'ai compris que c'était le déversement du camp militaire, mais ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que c'est un déversement continu, accidentel Là, c'est difficile d'en savoir beaucoup plus. J'ai fini par apprendre, mais 2 ans après, de la part du ministre de la Santé, qu'il y avait eu un problème de déversement d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un contractant qui vient vider les fosses septiques et qui fait 100 mètres pour le mettre dans l'endroit que je vous ai montré. Mais là, il débordait de toute façon et ils ont déversé un peu n'importe où. Ça a coulé aussitôt dans la rivière. Donc ça, mais c'est un témoignage oral. Il y a un certain nombre. Je ne sais pas si c'est volontaire ou accidentel. C'est volontaire et accidentel à la fois. C'est-à-dire que le problème n'est pas là. Le problème est qu'il n'y avait aucune mesure pour protéger l'environnement. Le problème, c'était que le contrat prévoyait qu'une boîte haïtienne venait faire pomper les matières fécales et s'en débarrasser. Et on se foutait bien de savoir ce qu'ils en faisaient. Il n'y avait pas d'audit, par exemple, c'était un système de l'ONU, ils auraient pu faire un audit, ils ne faisaient pas d'audit et ils ne s'intéressaient pas à ce que devenaient les matières fécales. Par ailleurs, il y avait aussi, de toute façon, de la part des militaires, ils avaient mis des tuyaux pour quand il y avait un trop-plein et que le contractant n'arrivait pas rapidement, ils faisaient une décharge et ça, les habitants du village s'en étaient plaints. Voilà le... Donc, à minima, beaucoup de négligence. Énormément de négligence, oui, c'est ça. Reste, peut-être on y reviendra, est-ce qu'il y a eu une épidémie chez les militaires? Là, on est à plus qu'une négligence. Or, si le déversement de matière fécale a contaminé un fleuve, on peut se dire que c'est qu'il y avait beaucoup de vibrio cholérés. C'est ce qui est expliqué dans l'article qu'on a publié. Dernière chose pour répondre à ta question, c'est que pour aller plus loin, et là c'est intéressant, c'est que des scientifiques, voyant la controverse, se disent, en particulier un Danois qui s'appelle René Hendriksen, se dit, mais je vais contacter les biologistes népalais et je vais leur demander s'ils n'ont pas gardé des souches des épidémies récentes.
Les biologistes népalais acceptent parce que ça va les disculper en quelque sorte. Pas de bol. Parce que c'était des Népalais qui étaient essentiellement dans la Oui, mission de l'ONU. c'était des Népalais qui étaient dans ce camp-là. Et pas de bol, en fait, on s'aperçoit que c'est l'une des souches qui circulait au Népal est exactement la même, mais vraiment exactement la même que celle qui est en Haïti, publie. C'est le tout début où on fait du séquençage total à des fins épidémiologiques, et ce qui va complètement nous permettre de révisiter l'histoire du choléra. Et là, on voit très bien que la souche, c'est vraiment cette souche-là. Et on n'en trouvera aucune ailleurs qui soit aussi ressemblante. Alors, si je résume, on est à une situation où il y a deux arguments forts pour l'origine dans le camp de l'ONU, qui est d'une part l'étude épidémiologique où je remonte un peu la chronologie et tout arrive là, et le deuxième qui est l'analyse génomique des souches qui, je veux dire, renforce ça. Pour autant, la controverse, c'est le début de la controverse entre cette thèse environnementale qui va rester, entre la thèse de la responsabilité du camp de l'ONU. Est-ce que l'OMS a enquêté elle-même et qu'est-ce qu'elle a fait? Alors au début, je vous ai dit, l'OMS, bon, ben non, ça ne vaut pas le coup, etc. Évidemment, quand on commence à s'apercevoir qu'il y a eu une investigation, il y a eu des fuites avant que ce soit publié, le rapport provisoire est connu. Ban Ki-moon, donc là, on va vraiment, c'est le secrétaire général de l'ONU, finit par dire non, bon, c'est quand même, les Haïtiens méritent bien qu'on fasse l'investigation. Mais on est déjà en décembre, ça fait 2 mois, et là, tout d'un coup, ils se disent ah non, on va faire l'investigation. Et il dit on va choisir un panel d'experts hyper spécialistes, vraiment les meilleurs au monde. Si vous voyez, c'est un peu l'histoire de la Covid et du panel d'experts Covid. À un bout d'un moment, on finit par dire il faut le faire. Vous voyez que c'est jamais immédiat parce qu'il y a plein de considérations politiques. Le choix des experts n'est pas du tout fait au hasard. Hein. C'est des experts qui conviennent à l'ONU, comme le choix des experts pour la Covid étaient des experts qui convenaient à la Chine. Hein. Ça a été très clairement expliqué. Et ils viennent sur place, convaincus qu'ils vont trouver des cas dans l'artibonite qui permettent de démontrer que ça avait bien débuté là et pas... bon, il y a quelques disputes avec les collègues haïtiens, ils m'ont raconté ça après. Bon, ils finissent par aller dans l'artibonite, puis aller même à Mirbalais, et ils concluent que, effectivement, ça a commencé à Mey, dans ce petit village, que c'est lié à une activité humaine, il faut entendre défécation, que l'image que je vous ai montrée de la fosse septique vient de leur rapport. Donc que la fosse septique à ciel ouvert n'est pas du tout protégée, que c'est pas clos, que les animaux divaguent, que les enfants peuvent y aller. Enfin, c'est chose. Tout ça est expliqué dans le rapport. Et donc on se dit bon, ça va, c'est bon. Ils ont bien compris. Ils ont déjà des premiers éléments, même si ce n'est pas le séquençage total du génome qui montre que c'est la même souche qu'on a au Népal. Et puis, ils vont dire, oui, bon, d'accord, mais si les Haïtiens avaient eu une immunité contre le choléra, ben, peut-être que ça aurait été moins pire. Et d'ailleurs, s'ils avaient eu aussi tous accès à l'eau potable, ben, peut-être il ne serait pas passé grand-chose. Et ils vont comme ça lister tout un tas de choses pour dire il y a quand même d'autres raisons. Mais voilà, moi, si je prends la voiture, que j'écrase une vieille dame, je peux toujours dire qu'elle a des fractures parce qu'elle a une ostéoporose, qu'elle était un peu sourde. Et quand j'ai klaxonné sur le passage piéton, elle n'a pas voulu accélérer, etc. Enfin, c'est plutôt des signes de vulnérabilité qu'une responsabilité. Ils ajoutent une chose, c'est toujours cette théorie de l'environnement. Ça, c'est un peu pour qu'on ne se pose pas trop la question de comment ça se fait que des dizaines de milliers de personnes se sont contaminées simultanément en buvant l'eau des canaux issus de l'artibonite. Ça veut dire énormément de vibrio cholérés. Et ils posent une hypothèse qu'on va appeler naturelle. Ça me rappelle encore une histoire de la Covid. Une hypothèse, vraie ou fausse. Là, leur hypothèse, c'est que le vibrio choléré, les canaux de l'artibonite, le delta de l'artibonite, est une zone favorable au développement optimal du vibrio choléré. En gros, c'est comme si on avait mis le vibrio choléré dans un bouillon de culture. Et avec ça, on y reviendra. Donc, ils ont plein de raisons pour dire voilà pourquoi il y a une épidémie. En même temps, ils bloquent Haïti dans une histoire où Haïti ne pourra jamais sortir,
puisque si l'environnement est aussi propice au choléra, une fois qu'il est arrivé, c'est terminé, on ne s'en débarrassera plus. Donc ça, c'est un point important. Je ne sais pas pourquoi je disais tout ça, mais... Non, la question portait donc sur l'enquête de l'OMS. Et donc oui. Justement... Alors, ils finissent simplement en disant, ben, finalement, c'est la faute... C'est pas la faute d'un individu ou... Enfin, personne n'a voulu ça, donc c'est la faute de personne. Personne ne l'a voulu, c'est involontaire, donc c'est la faute de personne. Et puis d'ailleurs, ça n'est pas très utile maintenant, ils le disent, puisqu'il s'agit de soigner les gens maintenant. On va pas... Et donc, ils mettent complètement en question l'intérêt de l'investigation pour connaître la vérité ou pour éviter les récidives. Et là, on sent que le rapport est vraiment un rapport qui a une conclusion politique. Même si les faits relatés sont bons, la conclusion est politique. Et si vous regardez le rapport sur la Covid, vous aurez exactement la même impression. Un bon argumentaire, des faits bien expliqués, et derrière, une hypothèse mise en avant parce qu'elle est plus plaisante d'un point de vue politique que d'autres hypothèses. Donc là, on a parlé de l'OMS, mais finalement, comment ont réagi les scientifiques eux-mêmes qui ont soutenu la thèse environnementale face aux éléments que tu apportes, en particulier l'analyse génomique? Ouais. Alors, on va revenir sur le titre. Je crois qu'on parlait de désinformation. Oui, on est gentil. Hein. Je sais voir si j'arrive à... Oui, donc moi je parlais maintenant de falsification et vous montrer ce qui a pu se passer au niveau scientifique et au plus haut niveau scientifique à ce propos. On est 2 ans après, donc effectivement on a à peu près toutes ces informations. L'article sur le génome est paru et pourtant des personnalités scientifiques, et en particulier la plus proéminente d'entre elles, qui est le professeur Rita Colwell, qui a eu le prix Stockholm de l'eau, qui a toutes les décorations, qui est extrêmement adulée dans son pays et dans le monde entier comme étant vraiment la papesse du choléra, va expliquer que le choléra, en fait, est dû à une conjonction de facteurs. Des souches locales joue un rôle, à nouveau, elle revient là-dessus. Toujours une hypothèse, mais là. Puis le tremblement de terre qui a changé le pH des rivières avec les glissements de terrain. Mais bon, ça ne marche pas parce que c'est pas la même région, mais vu de loin, on peut l'accepter. L'été très chaud, des précipitations anormales. Et c'est cet ensemble qu'elle appelle un perfect storm, une conjonction parfaite de circonstances qui amènent l'épidémie. Et donc, elle publie un papier dans PNAS, qui est une revue tout à fait prestigieuse, c'est la revue de l'Académie des sciences. Alors, elle peut facilement publier parce qu'elle est éditrice dans PNAS, ancienne présidente de la fondation de l'Académie des sciences. Donc, c'est elle qui avait l'argent. Ce que j'ai entouré là, c'est de mémoire, c'est l'introduction, c'est la manière dont elle amène le sujet. Le choléra, c'est une maladie des pays pauvres, c'est lié aux catastrophes. Et justement, en Haïti, il y a eu un tremblement de terre, plusieurs répliques, etc. Et puis, au milieu du déblaiement des gravats, arrive le premier cas, et ce premier cas va ensuite se propager à toute vitesse à la faveur d'éléments climatiques, etc. Et donc, elle explique, là, c'est typiquement le cas de figure qui permet d'expliquer l'émergence d'une épidémie de choléra. Vous voyez qu'il y a plein de clichés qui sont alignés, mais surtout, elle rapproche physiquement le choléra de la zone atteinte par le tremblement de terre. Et ce qui est intéressant, c'est que cet article est illustré par une figure où elle va aller faire des prélèvements. J'ai la chance d'avoir épousé Martine qui, dans tous ses métiers, est aussi cartographe. Et elle voit cette figure, et elle se souvient de l'avoir déjà vue, enfin, d'avoir vu quelque chose de similaire. Peut-être que vous aussi, ça vous rappelle quelque chose. C'est la première figure, sauf que là, c'était 2 ans après. Donc, parce que effectivement, c'est la première figure. Cette figure-là,
est construite avec une autre. Elle est bizarre parce qu'il y a des mots qui sont coupés comme ça. Enfin, on comprend bien qu'elle est bizarre. Et d'ailleurs, cette partie rose dont on parlait tout à l'heure, qui décrivait les camps de déplacés, là, c'est sur un article sur le choléra, ça précise rien, donc on imagine que c'est là où il y a le plus de choléra. Donc ça donne une certaine cohérence. Et effectivement, c'est exactement la même figure. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui a été caché. En particulier, il est caché que le choléra survient à distance, loin de l'endroit où il y a eu des épidémies. Il valait mieux, c'était quand même mieux de le cacher que de le laisser. Première fois. L'année suivante, elle récidive avec une nouvelle publication qui va là faire état, parce qu'au bout d'un moment, on lui a dit oui, il y a eu un cyclone, mais c'était après le début de l'épidémie. Donc l'histoire de pluies importantes, etc., ça ne colle pas bien. Alors elle revient et puis elle publie ça. Comme moi j'avais fait l'investigation, c'est une chose que j'avais demandé. Est-ce qu'ils avaient été inondés dans l'Artibonite dans les semaines qui ont précédé l'épidémie? Ils me disent absolument pas, etc. Donc j'étais étonné et donc on décide de vérifier. On vérifie. Donc voilà un énorme pic de précipitations en septembre 2010 qui aurait été, selon sa théorie, un des éléments, le tremblement de terre qui change l'acidité, rend l'eau plus alcaline, l'été très chaud. Bon, il y a une figure au-dessus là qui montre qu'il y a un demi-degré de plus que la moyenne des 10 ans avant. Bon, c'est pas exceptionnel. Et surtout ce pic de précipitation que j'avais absolument pas vu. Alors on a vérifié. On a repris les données de la NASA, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de pic de précipitation au mois de septembre. Donc à nouveau une falsification. Et là on l'écrit tel quel, on écrit à l'éditeur, et il se passe quoi? Rien. Ils répondent en noyant le poisson que, en fait, ils disent qu'on trouve nous aussi qu'il y a un petit peu plus de pluie en septembre que dans la moyenne des années. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir là. Hein. Donc on écrit ça. Et là, j'ai appris une chose, c'est que de toute façon, si on veut agir contre une triche de cette nature-là, ben, il faut pouvoir mobiliser l'université où travaille la personne. Alors comme c'est, d'abord elle est à la retraite, mais aussi c'est la vedette de son université, c'est vraiment une personne de très très haut niveau scientifique, no way, on ne peut absolument rien faire. Il y a eu d'autres arrangements avec la réalité, je pense que c'est important, en particulier à propos de vaccination choléra. On est quelques années plus tard, toujours en Haïti, et il y a un nouveau cyclone, et à nouveau, on va dire cyclone, risque d'épidémie. Bon, Haïti ayant du choléra, là, ça devient un peu plus crédible. Et donc, il y a une réunion qui se tient au bout très peu de temps après le cyclone, et dans cette réunion, un document est préparé avec une sorte de modélisation qui arrive très vite. Voilà la modélisation qui dit que alors c'est dans le Grand Sud qui a été le plus touché. On va d'abord avoir des pics épidémiques dans le Grand Sud et puis ça va continuer comme ça avec une espèce de... Alors, chose curieuse quand même, cette courbe verte, elle a un peu une anomalie là. On se demande trop, c'est bizarre, enfin, faut avoir l'œil. Le problème, c'est que nous, et en particulier un de mes collègues, a retrouvé, ça lui a évoqué quelque chose, et il a trouvé ça. Ça, c'est un article qu'on a fait plusieurs années avant pour raconter justement cette propagation en ondes de l'épidémie, avec des systèmes mathématiques en analysant composantes principales qui montraient que la commune de Mirebalais était complètement à l'écart. Et puis ensuite, on avait une espèce de continuum entre les communes du Bar Tibonite, très fortement touchées avec un pic, enfin l'allure de ces courbes épidémiques changeait en fonction de la localisation. La carte montrant les localisations par rapport aux courbes épidémiques, les couleurs faisant le lien entre la courbe et la carte. Et voilà donc, étonnant, non? Comme dirait Pierre Desproges, à qui je souhaite rendre hommage, parce que quand même dans le genre esprit critique pertinent. Vous voyez les courbes de ce modèle, vous voyez les courbes de cette...
de la publication, il y a des gens qui n'ont pas hésité. Alors j'ai essayé de savoir qui c'était, j'ai écrit à l'OMS, à tous les gens qui avaient participé à la réunion. On m'a dit que c'était une université américaine. Là, j'ai jamais su exactement, peut-être le Minnesota, mais je ne saurais pas dire. Évidemment, personne n'a cherché à savoir qui avait introduit un faux modèle. C'était bien d'avoir un modèle parce que ça permettait de dire, il faut vraiment le faire, il va y avoir une épidémie, on va faire et on va traiter. Un tout dernier sur, alors là c'est 2020, un article publié en 2020 avec à nouveau des modèles et un article qui explique que, eh bien, il va falloir vacciner au moins 70% de la population. Il y a plusieurs équipes qui sont mobilisées. 3 sur 4 sont payés par la Fondation Gates qui, entre autres, fabrique le vaccin et le vend. Donc, ces gens-là disent qu'il va falloir absolument vacciner. Mais on est en 2020. En 2020, ben, il s'est passé des choses. On a maîtrisé l'épidémie, on y reviendra peut-être, mais on a maîtrisé l'épidémie et il n'y a plus de cas depuis février 2019. Et ces ballots, ils oublient de le dire. Il faut un article pour dire voilà comment on va éliminer, comment il faut éliminer. Il faut vacciner 70% de la population, sinon ça ne va pas marcher. Ils oublient de dire qu'il n'y a plus de choléra en Haïti. En fait, à ce moment-là, même avec un peu de recul, on voit qu'il y a des cas suspects, que les cas suspects sont plus jamais positifs. C'est les cas marqués en rouge depuis le début de 2019. Maintenant, on est à 3 ans, mais là, on était déjà à 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, il n'y avait plus de cas de choléra. Le papier, même s'il y a un peu de temps pour le publier, ça faisait plus d'1 an qu'il n'y avait plus de cas de choléra. Ils ne le mettent pas dans l'article, ni dans le résumé, ni dans la discussion, ni dans les résultats. Et tout ça pour dire que le choléra, effectivement, est sur le point maintenant d'être éliminé. Ça fait plus de 3 ans. On attend la validation par l'OMS sur cette élimination. Donc, je vais poser une dernière question, puis après, on prendra des questions dans la salle. Ouais. La dernière, peut-être quand même dire où on en est aujourd'hui. L'OMS s'est quand même un peu excusé. Tu peux quand même dire... Alors, non, pas voilà. l'OMS. Oui, enfin, vas-y. Il y a eu, au fil du temps, avec l'évidence scientifique, un certain nombre de personnes à l'intérieur même de l'ONU se sont sentis très mal à l'aise. Il y a eu des rapporteurs spéciaux, un pour l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, il s'appelle Philip Alston, c'est un juriste, professeur de droit à New York, et il a pris ça vraiment en main, parce que des avocats avaient bien tenté une action contre l'ONU, mais l'ONU a une immunité totale. Donc on ne peut rien faire et il n'avait absolument aucune possibilité de se retourner contre l'ONU qui n'a absolument rien proposé pour aider les victimes. Et le choléra continuait en plus. Et donc, sous la pression de Philip Alston, finalement, Ban Ki-moon s'est adressé, il était juste à la fin de son 2e mandat, il s'est adressé à l'Assemblée générale et il s'est adressé au peuple haïtien en anglais, en français et en haïtien, en demandant pardon, présentant les excuses de l'ONU au peuple haïtien. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais bon, on le comprend, mais il n'a pas exactement détaillé les choses. Et il a promis de renforcer la lutte et de trouver de l'argent. Il n'a pas trouvé tout l'argent qu'il a promis, mais ça a quand même remis le choléra à l'agenda des différents bailleurs de fonds. Il venait y avoir ce cyclone. L'un plus l'autre fait qu'on a pu augmenter la lutte, et en particulier une lutte qui ne tenait plus compte de cette histoire d'environnement, qui se disait ce qu'il faut faire, c'est centrer autour des personnes, casser les chaînes de transmission. 2 ans après, il n'y avait plus de choléra. Ça avait duré depuis 6 ans, à chaque fois ça reprenait, etc. Là, en cassant les chaînes de transmission, il n'y avait plus eu de choléra. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette élimination. Donc l'ONU s'est excusée. L'OMS, je me suis fait traiter pourrir encore jusque fin 2015, début 2016 par le représentant de l'OMS parce que je disais on peut s'en débarrasser, on peut l'éliminer. Et il disait ça n'est pas possible, c'est du charlatanisme. On s'est vraiment engueulé un parce soir. Que c'est dans l'environnement. Parce que c'est dans l'environnement, etc. Il n'est pas dans l'environnement et c'était une erreur de penser qu'il était dans l'environnement. Cette théorie est fausse, mais on est en train seulement de s'en apercevoir. Maintenant, on a encore cherché dans l'environnement, pour l'instant on n'a pas trouvé. L'ANSES travaille là-dessus.
Et il y a 2 jours, il y avait une réunion donc, de la Global Task Force for Cholera Control. J'ai assisté en Zoom et on est vraiment bien parti pour aller déclarer Haïti et Saint-Domingue libres de choléra. Il y a un certain nombre de procédures à faire. Mais en tout cas, on a perdu comme ça des années face à cette sentence. Le choléra est dans l'environnement, donc on ne pourra jamais s'en débarrasser. C'était même écrit, c'est les premières lignes du plan de lutte contre le choléra en Haïti. Allez-y pour les questions. Vous avez parlé donc CANAPU et qui sont en phase de déclaration d'éradication. Et donc c'est juste isoler les patients pour pas qu'ils déversent leurs médicaments. Alors non, la technique est donc chaque fois qu'il y a un cas suspect et avant même d'avoir la confirmation, donc c'est quand même un peu lourd, d'envoyer, alors déjà d'interroger le patient, sa famille, traiter les personnes qui sont avec eux. On avait une souche qui était sensible à la doxycycline, ça facilitait les choses. Et ensuite se rendre sur le lieu d'où venait le patient, intervenir au niveau de la maison pour désinfecter les latrines, fournir de quoi traiter l'eau, de quoi la stocker correctement, pour au minimum 1 mois en tout cas pour le truc de traitement, traiter les sujets contacts et faire la même chose dans les maisons autour, donc faire une espèce de cordon sanitaire. Et c'est comme ça que ça a été fait. Puis si on identifiait une source d'eau vraiment non sécurisée, on pouvait mettre une personne payée pendant quelques temps à chlorer les seaux d'eau au fur et à mesure que les gens viennent se fournir. Et en faisant comme ça, le choléra a évolué. Finalement, c'est comme le tester, tracer, isoler, c'est jamais 100% efficace, mais ça diminue le nombre de cas secondaires. Et si on le fait suffisamment fortement, suffisamment correctement, on y arrive. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'équipes. Et jusqu'à fin 2012, on n'en avait pas assez. Fin 2016. D'autres questions? Oui, allez-y. Alors, au final, la campagne de vaccination a eu lieu dans le Grand Sud. Une dose, puis ils sont revenus plusieurs mois après donner la 2e dose. Normalement, la protection est de 60 et quelques % avec 2 doses, mais c'est une protection qui dure quand même quelques années, 3 ans, 4 ans. À 5 ans, ça commence vraiment à diminuer. Sur une dose, il semblerait qu'il y ait une protection, mais extrêmement courte dans le temps. Et on n'avait pas les éléments, mais là, ils voulaient le faire en une dose. Et puis, ça a tellement été le bordel que cette campagne n'a jamais été évaluée. Mais ce n'était pas les endroits les plus sujets au choléra. C'était plutôt les départements du centre, de l'Artibonite, de Port-au-Prince qui étaient les plus touchés. Ceux-là ont été très peu vaccinés. Donc, c'est vraiment les interventions autour des cas qui ont permis de maîtriser le choléra et de l'éliminer. C'est-à-dire que quand le nombre de cas diminue, c'est plus facile de concentrer et de mettre le paquet sur les derniers cas. C'est ça la stratégie, et c'est ça qu'on aurait dû faire dans le tester, tracé, isolé. Mais quand il y avait très peu de cas, on arrêtait la lutte. Alors, bon. Plus fort, s'il vous plaît. L'article de la Fondation Gates, en tout cas des auteurs sont affiliés à la Fondation Gates. Oui. 2021, je crois. Oui, il est sorti en 2020, oui. C'est des modèles. C'est simplement des constructions mathématiques et où ils disent, bon, bah, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. Et si on intervient, voilà ce qui va se passer, en tenant compte du fait qu'un certain nombre de personnes ne vont pas faire de choléra. D'ailleurs, un peu pareil pour la vaccination Covid. Ça diminue aussi un peu la transmission. Donc c'est des modèles, mais ce qui est curieux, c'est que ces modèles ont été faits en ne tenant pas compte du fait qu'ils ont été faits comme si le choléra était toujours là. Donc, parce que pour dire que ça permet d'éliminer, il faut dire qu'il y en a toujours. Or ça, ce n'était pas le cas. Et il y avait suffisamment de recul pour se poser la question au moins. Alors, officiellement dans le camp, mais c'est 4 mois après, quand les experts de l'ONU peuvent y aller, parce que les épidémiologistes haïtiens n'ont jamais eu le droit d'y aller, évidemment, ni moi. Mais les experts de l'ONU y vont, on leur dit qu'il n'y a pas eu de cas de choléra, il n'y a pas eu de cas de diarrhée. D'ailleurs, le registre ne montre aucun cas de diarrhée. C'est déjà une chose étonnante en soi, quand on réfléchit qu'il y a plusieurs centaines de personnes, 400 et quelques dans ce camp,
et que la probabilité d'avoir la diarrhée quand on arrive dans un pays est quand même assez importante, de l'ordre de 20% sur les 2 premières semaines. C'est dire qu'ils ont eu vraiment beaucoup de chance, où il y a une épidémie de constipation tenace. On a quelque chose de similaire, ça embête un peu des fois Jean-Paul, mais de similaire. Vous verrez que le fait de travailler dans le laboratoire de virologie de Wuhan, il y a quand même plusieurs centaines, il y a 500 ou 600 personnes qui ont travaillé au mois de mars, après quand même cette vague épidémique qui a été très importante. 0 avait contracté la Covid ou avait une trace sérologique de Covid. On a un peu ce genre de mécanisme. Je ne sais pas d'où vient la Covid, mais je sais très bien qu'on l'a très mal investigué. Voilà ce que je veux juste dire. Donc ça, c'est ce que disent les registres. Après, la seule chose qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui travaillaient dans ce camp, des Haïtiens, et 2 personnes, deux d'entre eux interrogés par un journaliste, ont expliqué qu'ils travaillaient, qu'ils avaient vu des gens vomir, des gens malades à ce moment-là. Alors, la diarrhée, non, parce que je pense que les soldats népalais ne se mettaient pas à caguer en public, mais il y avait des vomissements. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est clair, c'est que si l'environnement n'est pas ce bouillon de culture qui permet au Vibrio cholerae de proliférer, au contraire, il a, semble-t-il, disparu. Celui responsable de la pandémie, de l'épidémie, pas les populations du Vibrio cholerae environnementales qui sont restées. Si ça s'est pas passé dans l'environnement, on comprend bien que ça s'est passé dans le camp. Mais là, c'est quelque chose de pire parce que ça veut dire qu'il y a une épidémie, qu'ils ne l'ont pas dit, qu'ils ont laissé les personnes aller vider les fosses septiques et donc provoquer cette catastrophe qui aurait été évitable à ce niveau-là. Oui. Vas-y. Alors, du coup, on comprend bien le problème, on va dire, de cette arrivée par... il y a des choses qui ont changé depuis ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des protocoles qui sont mis en place, peut-être, pour se prémunir de ce genre d'événements ? Alors, en décembre 2010, à force, il y avait cette histoire, cette controverse qui commençait à naître sur l'origine, et il y avait des gens en Haïti qui demandaient à ce que l'investigation soit faite. Le Lancet Infectious Disease a publié un éditorial pour dire que quand même la situation était très difficile en Haïti, que c'était un gros boulot pour les humanitaires qui intervenaient, et que de ce fait, se poser des questions sur l'origine de l'épidémie n'était pas loyal, unfair, il mettait. Et qu'il terminait en disant que ça pouvait peut-être être une question de curiosité pour le futur, il n'était pas question de faire ce genre d'investigation. Donc, et ça, moi, ça me rappelle d'ailleurs un truc qui est sorti dans le Lancet en février 2020, où un certain nombre de scientifiques se mettent ensemble pour faire une prise de position très ferme en disant le premier qui pense à autre chose que naturel sur l'épidémie de Covid est un complotiste. C'est présenté comme ça. Et toujours argument d'autorité et pas du tout une discussion. Il faut le doute, il faut réfléchir, etc. C'est vraiment ça qu'on doit défendre aujourd'hui, je pense. Et donc ce premier papier dans le Lancet Infectious Disease pour le choléra, on y a répondu avec mon collègue américain, on y a répondu 5 ans après. Parce qu'entre-temps, il y avait eu une discussion, un échange épistolaire entre les représentants des droits de l'homme, en quelque sorte, enfin les rapporteurs, différents types de rapporteurs de l'ONU, et l'état-major de l'ONU, le cabinet de Ban Ki-moon. Et dans les réponses, en fait, on s'apercevait que l'ONU avait pris toute une série de mesures. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient listées. Maintenant, on ne fait plus pareil, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ils disent bien avoir changé leur procédure. Et nous, on a trouvé que c'était bien de répondre à cette première lettre en disant, vous voyez, maintenant, ils font tout ça, c'est parce qu'il y a eu une investigation. Donc, une investigation, ce n'est pas que de la curiosité scientifique.
sans parler des conséquences sur connaître la vérité pour les populations éthiques. Donc, une partie de la réponse, c'est oui, ils ont modifié les choses. Après, chasser le naturel et revient au galop, je ne suis pas sûr que... c'est pas dans l'ADN des militaires que de réfléchir à essayer de ne pas polluer l'environnement. Donc je ne suis pas certain que pendant longtemps ce truc-là soit appliqué. J'ai un collègue qui travaille à Kinshasa, au ministère de la Santé, qui allait voir des gens de l'ONU au moment d'une épidémie c'était du choléra, je crois. Oui, c'était une épidémie de choléra. Et au même moment où il est en train de voir un des responsables de l'ONU sur place, et il voit du camp militaire qui balance une fosse septique dans le fleuve Congo. Donc c'est des choses qui se font assez volontiers. Si personne ne regarde, c'est bon. Donc bon, faut pas s'attendre. C'est pas des écolos, quoi. Ils sont en vert, mais ils sont pas écolos. L'OMS, alors là, elle obéit à l'ONU. Elle essaye de ne pas faire de vagues. On va prendre une dernière question et puis après on va conclure pour maintenir là. Déjà dans le rapport des investigateurs de l'OMS, donc au début du mois de mai, ils avaient des premières données moléculaires parce qu'ils avaient une des souches de Népal qui avait été envoyée à un centre de vaccination en Corée. Et donc ils avaient pu récupérer la souche, la faire séquencer. Déjà, ils avaient vu que c'était la même. Et puis sinon, c'est sorti pas très longtemps après, c'est sorti dans le courant de l'année 2011, en août, je crois. Oui. Oui, il y a eu un article dans PLOS Pathogène en 2014, je crois, 2013 ou 2014, pour dire voilà, comment la science a résolu une controverse. Donc ça a été fait, mais on est au rythme de la science, des articles, etc., qui n'est pas le rythme des journaux, etc. Entre-temps, ce qui se passait en Haïti, tout le monde l'avait oublié. Merci beaucoup. Juste un petit mot en conclusion. D'une part, donc, je rappelle que Renaud a écrit un livre qui raconte toute cette histoire-là. C'est l'autre livre qui est en vente, je crois. Oui, je crois qu'il l'ont. Oui, qui est La Vague, qui est le livre que Renaud a écrit au moment de l'épidémie de Covid, mais qui fait beaucoup référence quand même à l'expérience qu'il a eue en Haïti sur la manière dont on peut gérer la pandémie sur place, sur la Covid. Moi, je veux juste faire un petit commentaire parce que tu as envoyé une petite remarque, mais qui est intéressante. On a publié, donc on a passé beaucoup de temps à discuter avec Renaud. Pour la petite histoire, j'étais venu à la Pitié-Salpêtrière faire un exposé sur la maladie de Lyme, sur tous les charlatans autour de la maladie de Lyme. Et je me souviens, et donc j'avais dit, il y a un consensus scientifique sur la maladie de Lyme, sur tout ça. Et Renaud était venu me voir après, il faudra qu'on parle un jour, parce que tu sais, c'est parfois plus compliqué. Oui, parce que tu disais que ça venait quand c'est l'OMS, etc. J'avais dû dire, oui, enfin bon, j'essaie de coder. Mais donc, ce qui est intéressant, parce qu'il nous raconte quelque chose, et nous, on a cette première remarque, on a beaucoup discuté, c'est finalement, et c'est ça le sens de l'esprit critique, pourquoi moi je devrais croire, parce qu'on a publié des articles dans Science et Pseudosciences, pourquoi je devrais croire ce que me dit Renaud et pas ce que me dit Rita Conwell qui publie dans des revues tout à fait. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est plusieurs éléments. Premièrement, Renaud s'est toujours placé sur le terrain de l'argumentation scientifique, à publier dans des revues. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un lanceur d'alerte, ça peut être bien, pas bien, un lanceur d'alerte, ça ne veut rien dire, qui dit des choses, c'est il argumente, il publie dans des revues, et donc il y a moyen, de mener ce débat à ce niveau-là. Et deuxièmement, moi j'ai fait l'effort, effectivement, d'aller remonter à toutes les sources. Donc ce qu'il dit là, vous pouvez également remonter aux sources. Et voilà, c'est-à-dire que l'esprit critique, c'est jamais simple, rien n'est parfait. On est tous attachés à la question de consensus scientifique, d'autorité scientifique. Je veux dire, pour le commun des mortels, l'autorité scientifique, c'est quelque chose. On ne peut pas nous tout vérifier. Et je crois que c'est important. Ce qu'il nous a raconté là, encore une fois, c'est fondé. Vous allez pouvoir vous faire votre opinion. Vous allez voir ce qu'il a publié, les réponses, les lettres. Et puis, finalement, aujourd'hui, où on en est. Donc, je vous invite vraiment à lire son livre. Il est passionnant. Peut-être que tu veux rajouter un mot en conclusion. Merci. Merci.